Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je commence par vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler du vieillissement ovarien prématuré et son implication dans l'infertilité. Pour mieux vous sensibiliser à mon sujet, je vais commencer par une petite histoire. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une femme, c'est un peu Madame Tout-le-Monde qui s'est mariée à 29 ans, qui a pris la pilule pendant une année, le temps de voir comment est la belle famille. Après, elle a décidé de faire une grossesse. Premier avortement, une année après, deuxième avortement. Après 2 ans, donc elle avait déjà 32 ans, elle est partie visiter un bon médecin qui lui a fait une stimulation et elle était enceinte. Après sa grossesse, elle décide de se consacrer à son bébé pour un moment, c'est son droit quand même. Donc, 3 ans de pilule. Durant les 3 ans, c'est une patiente qui est assidue. Elle partait pour faire son frottis. Elle avait 1 ou 2 fois des infections mycoses. Donc, elle est partie chez son bon gynécologue qui l'a traitée. Et après, à l'âge de 36 ans, elle décide d'avoir un autre bébé. Alors que quand elle est partie, elle avait déjà des irrégularités menstruelles. Quand elle décide d'avoir son bébé, elle vient pour spanioménorrhée, le temps de faire le tour des médecins pour infertilité, et elle vient chez nous pour aménorrhée. Quand on fait l'échographie, un CFA qui est très bas, quand on fait le bilan, c'est une ménopause précoce. On lui a annoncé la ménopause précoce à 37 ans. 2 questions qui vont se poser. Pourquoi? Le pourquoi, on peut à la limite dire c'est une réserve folliculaire et chaque personne va être née par sa réserve et donc, même s'il y a des étiologies, on va le voir, mais elle va nous dire est-ce que c'était pas dépistable. Et là, qu'est-ce qu'on va dire de son médecin qui l'avait vu, qui avait fait des échographies, qui savait qu'elle avait eu des avortements, qui savait qu'elle avait des irrégularités menstruelles et qui n'a pas pensé justement au vieillissement ovarien prématuré. Donc, c'est par rapport à ça, pour ne pas être dans cette situation qu'on va voir ensemble le vieillissement ovarien prématuré, et donc et son implication dans l'infertilité. En fait, le vieillissement ovarien est un mécanisme qui est tout à fait physiologique. C'est normal, c'est un processus qui fait partie de la vie d'une femme. Ça va s'étendre de la vie intra-utérine, donc la déplétion ovocytaire va commencer déjà dans la vie intra-utérine jusqu'à la ménopause. Et ce vieillissement réellement, cette déplétion importante de la réserve et donc cette subfertilité, je dirais, va commencer 10 à 15 ans avant la ménopause. Et ne croyez pas que c'est rare puisque ça touche 10% de la population générale. Et 20% de ces patientes vont venir justement se plaindre d'infertilité. Comme on vient de le dire, j'ai pas de pointeur, donc comme on vient de le dire, la fille en intra-utérin, elle va avoir à peu près 7 à 10 millions d'ovocytes, de follicules primordiaux. Et à la naissance déjà, elle va naître avec 1 million. À la puberté, elle va avoir entre 300 000 et 500 000. Et à la ménopause, elle aura moins de 2 000. Et figurez-vous que déjà, quand on arrive au taux de 120 000, c'est-à-dire vers la trentaine, on va commencer à avoir notre infécondité, on va commencer à avoir une répercussion sur la fertilité. Donc, ce seuil des trentaines est très important. Et c'est pour ça, dans la plupart des études, on voit que la fertilité, et même en PMA, il y a une baisse de la fertilité à partir de la 35, voire de 35 ans. Parfait. Alors, en fait, dans la vie d'une femme, on va passer par plusieurs étapes. Ça, c'est la première étape, puberté. Après, on va avoir la fertilité optimale, qui est entre 20 et 30 ans. Et juste après 30 ans, parce qu'il y a une baisse du capital folliculaire, on va commencer à avoir le déclin de la fertilité. La fin de la fertilité va avoir lieu entre 40 et 50 ans, avec des irrégularités menstruelles. Et après, c'est la ménopause. Donc, vous voyez qu'on est très loin quand même de la ménopause et on commence déjà à avoir une infertilité. Alors, et là, ça nous ramène à cette notion de fenêtre. C'est quoi la fenêtre? C'est justement la période entre le déclin de la fertilité et la vraie ménopause. Cette fenêtre dure à peu près 11 à 13 ans. Donc, chez une femme qui a un capital folliculaire qui va lui permettre d'avoir sa ménopause à 51 ans, ce déclin, cette fenêtre, va se faire à 38 ans.
Mais chez une femme qui a un capital folliculaire pour une raison quelconque ou qui a été, disons, faite de façon iatrogène, elle va avoir un capital folliculaire qui est réduit, qui est censé le perdre à 40 ans. Regardez, à 27 ans déjà, elle commence à avoir un déclin de sa fertilité. Et si on rajoute à ça l'âge, le mariage tardif chez la femme, parce qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne ou parce qu'elle est en train de faire ses études et sa carrière, donc si on rajoute à ça, si cette femme se marie à 30 ans, 31 ans, imaginez comment va être sa fertilité. Alors, d'où la nécessité justement de penser à ce sujet et afin de le prendre en charge précocement. Est-ce que le vieillissement ovarien prématuré veut dire ménopause précoce? C'est pas du tout la même chose. Et je tiens à insister sur cette nuance. Si vous voulez, l'insuffisance ovarienne prématurée, c'est ce que vous connaissez. L'insuffisance ovarienne prématurée, c'est une femme qui va venir en aménorrhée, qui va avoir une FSH qui est haute, donc au-delà de 25 pour les cheveux, sinon pour les autres c'est 40, et qui va avoir donc aménorrhée, FSH élevé, œstradiol bas. Là c'est clair, c'est une insuffisance et disons le pronostic de fertilité est très très mauvais pour ne pas dire nul. Il y a quand même des grossesses spontanées qui surviennent même sur insuffisance ovarienne prématurée. Mais ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a cette étape qui va justement précéder l'insuffisance ovarienne prématurée, qui est la diminution ovarienne réserve. Et c'est là où c'est à nous, gynécologues et spécialistes de la fertilité, de rattraper ces femmes, de les prendre en charge afin de les aider à ce qu'elles achèvent leur projet parental. Alors, c'est quoi la diminution de la réserve? Vous allez trouver une femme qui va venir avec des cycles normaux et qui va venir avec une FSH élevée, mais bon, pas trop, 10, 11, et qui va venir avec un œstradiol normal. Vous allez lui faire son échographie et vous allez avoir un antral follicular count qui est limite. Et c'est là où il faudrait penser à cette diminution de la réserve. En fait, la diminution de la réserve, comme on vient de le voir, ça fait partie d'un même processus, c'est un continuum dans le temps. Quand on l'a entre 40 et 50 ans, c'est normal. Mais quand on l'a avant 40 ans, là, on est dans le vieillissement prématuré. Et là, c'est important de prendre en charge la femme parce que ça va altérer sa fertilité, ça va être à l'origine de plus d'aneuploïdie, quoique il y a à dire, et ça va être à l'origine d'avortement. Alors, par quel mécanisme ce vieillissement ovarien, par quel mécanisme on va avoir justement cette baisse de la fécondité lorsqu'il y a le vieillissement ovarien? Regardez, dans un ovaire qui commence à vieillir, on va avoir premièrement, alors, un polymorphisme des récepteurs FSH-LH. Ça veut dire que la FSH, soit iatrogène, soit que vous donnez, ne va plus être efficace. On va avoir une baisse des androgènes, alors qu'on sait que les androgènes sont incriminés dans la stéroïdogénèse et qui sont incriminés aussi dans le développement folliculaire et donc dans la fécondité. On va avoir une baisse des récepteurs à la LH. C'est très important aussi puisque c'est grâce à la LH qu'on va avoir après la stéroïdogénèse aussi. Et si cette LH endogène, elle est toujours normale, elle va être inactive puisqu'on va avoir une réduction de sa bioactivité, on va avoir un stress oxydatif et surtout on va avoir une diminution des mitochondries. Alors que vous savez très bien que la mitochondrie, c'est sa centrale d'énergie à l'intérieur du follicule, pas seulement, mais à l'intérieur de l'embryon puisque, comme dans la vraie vie, monsieur vient avec son matériel génétique et c'est à la femme de prendre en charge et la fécondité, la fertilité, la fertilisation et le développement embryonnaire. Donc, chez cette femme, diminution de la mitochondrie, diminution de la stéroïdogénèse, augmentation du stress oxydatif, tout ça va être à l'origine de l'infertilité. Et pas seulement. Regardez, même si c'est controversé, on retrouve chez ces femmes plus de DNA damage et on retrouve plus d'aneuploïdie. Même si il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas plus d'aneuploïdie quand on est jeune, mais bon, c'est pas encore clair. Donc, pour nous, c'est une femme qui va avoir une perte de la quantité et une perte de la qualité et une perte à la réponse même quand vous la prenez en charge. Donc, c'est un cas qui est très important et qu'on doit avoir en tête parce que justement, tous ces changements ovariens vont directement avoir un effet sur la fertilité. Alors, les conséquences sur la fertilité, c'est quoi? Premièrement, elle va venir avec une infertilité inexpliquée. Femme jeune
qui a arrêté sa pilule, qui n'arrive pas à concevoir. Elle peut venir avec des avortements à répétition, aussi inexpliqués. Femme jeune qui fait des avortements, elle n'a pas de problème, elle peut être enceinte, mais à 6-7 semaines, à chaque fois, elle va faire des avortements. Elle peut venir alors qu'elle a déjà été stimulée et elle a mal répondu à la stimulation. Sinon, dans les cas extrêmes, elle vient déjà avec sa ménopause, comme le cas de notre patiente, avec une perturbation métabolique, ce qui réduit non seulement sa qualité, mais ce qui réduit life expectancy. Alors, quand il faut suspecter cette pathologie, si on peut dire, quand il faut la suspecter et quand il faut l'avoir en tête et à quel moment il faudrait y penser. Déjà, le vieillissement ovarien prématuré, on vient de le voir, il est à la limite naturelle chez toute femme entre 30 et 35 ans. Donc, déjà, quand on est en face d'une femme qui a un âge au-delà de 30 ans, il faut se dire qu'elle pourrait avoir un vieillissement ovarien prématuré. À chaque fois qu'on va avoir une femme avec une infertilité inexpliquée, il faut penser au vieillissement ovarien prématuré. Quand vous allez faire des échographies, vous allez retrouver qu'une femme va avoir une cohorte au début de sa cycle qui est inhomogène avec la formation de kystes. Il faut penser à la réserve ovarienne qui commence à baisser. Quand vous avez des cycles qui commencent à se raccourcir avec une phase folliculaire qui est courte et donc une ovulation qui est précoce, avec un taux de progestérone qui s'élève précocement, il faut penser aussi au vieillissement ovarien. Et si vous prenez en charge une femme et que vous donnez une dose qui est importante de gonadotrophine et qu'elle ne réponde pas, à ce moment, il faudrait penser à l'insuffisance ovarienne prématurée ou si elle fait des avortements inexpliqués. Alors, pardon. Non, il y a un problème ici. Quelles sont les causes? Pourquoi certaines femmes vont aller faire un vieillissement ovarien prématuré et d'autres non? En fait, il y a deux axes. C'est un problème de réserve ovarienne qui est amoindri par rapport à la normale. Donc, soit que cette réserve a été initialement basse ou elle a été abaissée, soit qu'il y a une déplétion importante. Et là, je tiens à vous montrer ce petit rappel sur le cycle folliculaire. Et comme vous savez tous, la réserve, c'est les follicules primordiaux primaires qui vont, lorsqu'il va y avoir un recrutement, passer en stade antral, préantral, et pour arriver aux follicules de 2 Graves. Mais malheureusement, chez la femme, il y a une sélection qui va se faire et à chaque moment, à chaque étape, il y a une atrésie, il y a une perte folliculaire. Donc, de façon physiologique normale, on va avoir chaque cycle une perte d'un capital folliculaire qui peut être très important. D'ailleurs, on commence avec 300 000 à la puberté et il n'y aura que 500 qui ont ovulé à la ménopause. Donc, de façon physiologique, il va y avoir cette atrésie. Mais dans certaines situations, cette atrésie peut être justement augmentée, ou ce capital va être réduit, et c'est les étiologies qu'on va voir ensemble. La première étiologie est l'étiologie génétique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande à la femme s'il y a eu des cas de ménopause précoce ou d'infertilité dans la famille. Cette génétique va toucher d'abord le chromosome sexuel, le chromosome X. Le Turner, par exemple, va faire une insuffisance ovarienne prématurée, le X fragile, la dysgénésie gonadique, mais aussi on va avoir plusieurs gènes qui sont incriminés dans cette génétique. La deuxième, et ça c'est dépistable, ça on peut l'avoir, vous pouvez l'avoir. Il faut avoir en tête le vieillissement ovarien prématuré lorsque cette femme va vous raconter une notion d'insuffisance surrénalienne, un diabète type 1 ou encore et surtout Hashimoto. Donc il faut se dire qu'il y a un lien, qu'il pourrait y avoir un lien entre ces maladies auto-immunes et la perte ou la déplétion du capital folliculaire. Il pourrait s'agir aussi d'une maladie métabolique ou infectieuse, mais surtout, j'insiste sur le iatrogène. La chirurgie qu'on va faire, la chirurgie pour des kystes, la chirurgie pour l'endométriose, le drilling, tout ça pourrait réduire la réserve ovarienne. L'embolisation, la salpingectomie en cas de GU, vous allez réduire la vascularisation de l'ovaire et donc altérer sa réserve folliculaire. L'environnement avec le stress oxydatif, les polluants, la cigarette sur laquelle il faut insister quand vous voyez des femmes. Et enfin, malheureusement pour nous, 50% de ces insuffisances ovariennes et de ce vieillissement vont être idiopathiques et sans raison. Donc là, c'est un petit tableau récapitulatif pour voir que c'est les causes génétiques, c'est ce qui est iatrogène, le smoking, mais surtout, il y a aussi
l'environnement fœtal, c'est-à-dire cette femme qui est enceinte d'une fille, qui va prendre une alimentation mal équilibrée, qui va s'exposer aux perturbateurs endocriniens, tout ça peut être incriminé justement dans la baisse de la réserve de la fille qui est en intra-utérin. Avec le chapitre endométriose sur lequel on insiste, l'endométriose qui, de façon naturelle, elle va réduire la réserve ovarienne. Cette petite fille qui va avoir des dysménorrhées et chez qui on va dire que c'est normal d'avoir ça et quand vous allez vous marier, ça va se régler, qui ne vient pas consulter et que vous allez recevoir avec un désir de grossesse et chez qui vous allez trouver justement un pelvis qui est gelé et des kissing ovaries. Justement, c'est pour ça, il faut penser au vieillissement, il faut penser au risque de perte du capital folliculaire chez la fille qui présente une endométriose. Maintenant, est-ce que c'est diagnosticable? Est-ce qu'en réalité, on peut savoir si c'est une femme qui a un vieillissement ovarien prématuré ou non? Oui, c'est possible de le savoir grâce à quoi? Grâce à les marqueurs de la réserve ovarienne. Alors, il y en a plusieurs. Pour raccourcir, je vais vous dire que ce qu'on utilise pour savoir elle est comment cette réserve, c'est soit l'AMH, soit l'antral follicular count à l'échographie, soit la FSH. Et on va commencer par la FSH. Petit rappel sur l'axe, la fertilité c'est quoi? C'est un ovocyte. Cet ovocyte, il est issu d'un follicule de 2 Graves qui va, grâce à l'hypothalamus, qui va donner de façon pulsative la GnRH, qui va agir sur l'hypophyse, qui va stimuler les follicules en première partie de cycle, donc beaucoup de FSH. Et une fois qu'on aura le pic de stradiol, feedback négatif sur la FSH et ovulation. Donc on sait que estradiol et FSH vont aller dans le sens contraire. Et ça c'est très important parce que justement dans l'évaluation de la réserve, on va utiliser cette FSH. C'est une évaluation indirecte, oui. Elle a une bonne sensibilité, mais attention, elle a une spécificité qui est réduite. Peut-être parce que justement, il va y avoir une variabilité dans le cycle et en intercycle. Et aussi, il faudrait savoir quand on interprète une FSH, il faut l'interpréter avec le stradiol. On ne peut jamais interpréter une FSH et dire à la fille ou la femme que vous avez une réserve qui est basse ou non si on n'a pas le stradiol. Un petit exemple ici, j'ai une FSH qui est au-delà de 10 avec un estradiol bas. C'est une diminution de la réserve. J'ai une FSH qui est supérieure à 10 avec un estradiol qui est élevé. C'est une diminution de la réserve. Parce que s'il est élevé, ça veut dire que la FSH est abaissée. Et si elle est abaissée, elle est supérieure à 10, ça veut dire que c'est vraiment une diminution de la réserve. J'ai une FSH qui est normale, 2 à 10, mais avec un estradiol qui est élevé. Il pourrait s'agir d'une baisse de la réserve, parce que l'estradiol va inhiber cette FSH. Et quand elle est normale, 2 à 10, avec un estradiol qui est bon, là on peut dire que notre réserve est conservée. Deuxièmement, l'AMH, antimullérienne hormone, qui est sécrétée par les cellules de la granulosa des petits follicules préentraux et entraux. L'AMH est le facteur qui est considéré comme étant le plus sensible à la baisse de la réserve ovarienne. L'AMH, c'est un facteur qui est très intéressant parce qu'il n'y a pas de variabilité ou très peu de variabilité intercycle et intracyclique. Mais attention, l'AMH ne veut pas dire que cette femme ne peut pas être enceinte spontanément. L'AMH, d'ailleurs, elle n'est utilisée qu'en PMA pour pouvoir traiter, savoir ajuster la dose. Mais à quel moment, justement, le praticien peut avoir recours à l'AMH au cabinet? Quand je vais faire une échographie chez une patiente pour une raison quelconque et je vais trouver une réserve qui est basse, si je vais lui dire que vos ovaires sont vides et vous risquez d'avoir une baisse de la fécondité, peut-être qu'elle ne pourra pas me croire. Mais quand je vais demander une AMH qui va être basse, là, elle saura que c'est important, que c'est urgent et qu'elle va aller justement programmer ses grossesses si elle le peut. Alors, l'AMH ne veut pas dire grossesse spontanée. C'est pas parce qu'on a une AMH qui est basse qu'il faut dire à la femme, vous ne pouvez pas être enceinte. Okay? C'est très important. Alors, quel taux d'AMH? L'AMH est considérée comme normale entre 1,1, 1,2 et 3,5. Quand elle est élevée, c'est plutôt en faveur d'une hyper-répondeuse, dont par exemple les dystrophies ovariennes. Quand elle est basse, c'est plutôt en faveur d'une femme qui est mauvaise répondeuse et qui a une mauvaise réserve. Donc ici, on va avoir une AMH qui est plutôt basse. Qu'est-ce qui reste? L'échographie, qu'on sait tous bien faire. On peut faire chez nous entre le 2e et le 4e jour du cycle par voie endovaginale. On ne fait pas d'échographie pour comptage folliculaire ou pour monitorage folliculaire par voie suspubienne. Et si on trouve un antral follicular count entre 7 et 15, c'est une femme qui a une réserve qui est normale. Au-delà de 15, elle va avoir une réserve qui est élevée. Moins de 7, voire moins de 5 dans les deux ovaires,
on sait déjà qu'il s'agit d'une femme qui va avoir une réserve qui est basse. Alors, quel est le meilleur marqueur, si vous voulez, entre les trois? On va voir, par exemple, rapidement ici, la FSH, elle va s'élever tardivement dans la vie de la femme, contrairement à l'AMH qui est le premier élément qui va s'élever. L'AFC aussi, qui va diminuer, et l'AFC aussi. Là, l'AMH a besoin d'un bon laboratoire, c'est important, alors que pour l'AFC, vous avez besoin d'un bon échographiste. Donc, que disent les études? Les études disent que le plus important, c'est l'AMH, à condition d'avoir un laboratoire de référence qui fait de lui-même l'AMH et ne la congèle pas et décongèle pas, et à condition qu'il soit fiable. Et sinon, après, c'est l'échographie que vous allez faire. Et s'il y a une discordance entre les deux, je fais confiance à mes yeux. Ce que je vois passe en primo. Donc, c'est une femme chez laquelle on a trouvé qu'il y avait une baisse de la réserve. On va trouver qu'il y a un vieillissement ovarien prématuré. Si cette femme ne se plaint pas d'infertilité, tant mieux pour elle, on va pas la prendre en charge. Mais si cette femme va venir pour infertilité, là, il faudrait se dire que oui, il faut justement la prendre en charge et la prendre en charge rapidement. Vous n'allez pas, bien sûr, dès le début, commencer avec une PMA. Vous allez la prendre en charge au cabinet avec une stimulation bien faite. Une stimulation, par exemple, que vous allez faire par contre, ici, une stimulation qui oblige à donner des gonadotrophines. Donc, on ne peut pas donner du clomide à une femme qui a un vieillissement ovarien prématuré et dire que ça va marcher. Parce que pourquoi? On a vu que les récepteurs aux gonadotrophines vont diminuer, les androgènes vont être diminués, la LH est diminuée. Donc, vous êtes obligé de donner des gonadotrophines. Soit en association avec clomide ou létrozole, ce que vous voulez en deuxième partie de cycle, soit en protocole conventionnel que vous allez adapter en fonction de la femme. À la limite, vous pouvez rajouter 1 ou 2 cycles d'insémination afin d'optimiser ses chances, avoir 2-3 follicules, avoir un meilleur enrichissement spermatique et programmer la rencontre. Mais si ça ne marche pas, il faut directement, justement, passer en PMA. Et quel PMA pour cette patiente? Alors, déjà, il faudrait savoir que, oui, 23 minutes, exactement. Il faudrait savoir que cette patiente, la définition de la poor responders, en fait, n'a été établie qu'en 2011 par les critères de Bologne. Et regardez ici, la femme qui a plus de 40 ans, qui a mal répondu, qui va avoir une mauvaise réserve. Donc, ils n'ont pas inclus, en fait, les femmes jeunes. Et c'est pour ça que ça a été repris dans Poseidon Criteria, où ils ont rajouté la femme qui est jeune, qui va avoir une mauvaise réserve, et donc qui va mal répondre. Et mieux encore, la femme qui est jeune, qui a une bonne réserve, et qui va mal répondre. Et c'est justement, on va voir, c'est un groupe qui n'est pas regardé, il n'est pas rare. C'est 15% de la population pour responders qui va venir pour infertilité. Donc il faudrait savoir le prendre en charge. Alors, quelle stimulation? La plupart de ce qu'on va dire va être issu des recommandations de l'European Society of Reproductive Medicine 2019. Premièrement, quel protocole pour cette femme? Agoniste ou antagoniste? Donnez ce que vous voulez. Tout en sachant que l'agoniste donne un peu plus de follicules, alors qu'on a besoin de recruter le maximum de follicules chez cette femme. Deuxièmement, quelle gonadotrophine? Recombinante ou urinaire? Donnez ce que vous voulez. Tout en sachant qu'il faudrait rajouter de la LH. Tout en sachant que les recombinantes donnent plus de follicules. Alors, quelle dose? Limite de 300 unités à partir du premier jour. Est-ce qu'on peut utiliser autre protocole? Oui. D'ailleurs, on a pensé chez ces femmes à la dual stim, c'est-à-dire la stimuler à plusieurs reprises, faire un banking, un maximum d'embryons pour optimiser ses chances. Après, des petites astuces pour améliorer. On va avoir le double déclenchement, c'est-à-dire qu'on va déclencher non seulement avec l'HCG, mais appeler aussi sa FSH et sa LH endogène. Enfin, qu'est-ce qu'on peut rajouter chez cette femme? On peut rajouter certaines molécules, même si ce n'est pas encore validé par les CHRE, mais vous allez voir, les méta-analyses des études peuvent dire que ça peut nous ramener quelque chose. C'est chez ce groupe de désespoir où on a vraiment envie de rajouter n'importe quoi à condition que ça ne nuit pas et à condition d'avoir éliminé les effets secondaires. On peut rajouter la DHEA, puisqu'il y a une baisse des androgènes chez cette femme. Rajouter des androgènes va améliorer la réponse à la stimulation. Et ça a été dit sur la méta-analyse de Chen en 2019. Idéalement, c'était rajouter de la testostérone, comme l'a été indiqué par les CHRE en 2023, mais on n'a pas de testostérone chez nous. La growth hormone aussi a une action qui est intéressante, mais elle est très chère chez nous.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter le Q10. Et regardez, le Q10, il a non seulement une action chez la femme âgée, mais chez la femme jeune qui présente une mauvaise réserve. Et ça a été dit par Zhang en 2020 et par une nouvelle méta-analyse de Daoud de l'université de Zakazir, Égypte, en 2024. Donc, on a vu cette femme, on a essayé de la prendre en charge, on a aidé dans son infertilité. Oui, mais bon, est-ce qu'on peut éviter tout ça? Est-ce qu'on peut justement prévenir pour ne pas arriver à cette insuffisance ovarienne? Et d'abord le vieillissement. Et là, on vient à un chapitre qui est le plus important, qui est la prévention. On peut prévenir ne serait-ce que 50% qui a une cause. Premièrement, il faut aborder la question du tabagisme chez la femme et surtout la femme jeune parce qu'il a une répercussion très importante. Deuxièmement, conseiller à la femme qui est enceinte d'avoir une hygiène de vie, d'éviter les polluants. Troisièmement, et surtout, quand il s'agit de chirurgie, il ne faut pas aller se précipiter pour opérer les femmes et notamment les jeunes filles. Quand vous avez décidé d'un ovarian drilling, il faudrait que ça soit un drilling qui est bien fait, qui est ajusté en fonction du volume et non pas un méchoui qui va détruire justement le capital folliculaire de cette patiente. Il ne faut jamais redriller. Vous avez drillé une fois pour dystrophie ovarienne, il ne faut pas redriller parce que vous risquez d'abaisser la réserve folliculaire. Et pire encore, on voit des drillings qui se font chez des femmes qui ont une réserve qui est basse. Donc, comme ça, vous êtes en train d'induire cette ménopause précoce. Quand vous allez opérer, il ne faut pas avoir la main facile pour le kyste et faire des ovarectomies. Quand on veut préserver et faire un traitement conservateur pour la GU, il faut essayer de l'avoir afin de ne pas réduire la réserve. Et bien sûr, avant toute chimio-radiothérapie, il faudrait que nous, gynécologues, on soit sensibilisés à ça, pour sensibiliser les autres spécialistes et leur dire qu'il y a la préservation de la fertilité, qu'il faut la proposer. Plusieurs femmes nous disent on ne l'a jamais proposé. Donc il faut proposer la préservation de la fertilité chez les femmes qui vont avoir des cancers. Et enfin, chez l'endométriose, il faut penser à la préservation, il faut la prendre en charge précocement et penser à la préservation afin de l'aider à achever son projet parental, afin de donner la vie et l'aider à accomplir sa noble mission, la plus importante d'ailleurs, qui est d'avoir des enfants. Et je vous remercie.